Dans ma précédente vidéo sur le féminin sombre, j'avais soulevé la question de la polarité entre le light feminine et le dark feminine, qui sont des archétypes auxquels on pourrait ou on devrait s'identifier dans notre féminité. Il y aurait donc d'un côté le dark feminine qui serait plutôt associé à la séduction, au mystère, à l'élégance, à un côté un peu sombre, un peu nocturne, et de l'autre côté le light feminine qui serait plutôt associé à la candeur, à la naïveté, à l'innocence, à la douceur, la gentillesse, etc. Et dans cette vidéo j'avais dit que j'allais creuser davantage en fait cette notion de polarité dans l'identité parce que je trouvais que c'était bien plus complexe qu'il n'y paraissait et que je trouvais ça très réducteur en fait finalement de considérer de telles polarités dans notre construction identitaire en se disant qu'il fallait choisir entre un pôle et l'autre. C'est-à-dire qu'un des trucs qui revient beaucoup dans cette tendance, ce sont des vidéos qui vont présenter l'esthétique du féminin sombre et l'esthétique du féminin lumineux en demandant aux gens auxquels ils s'identifient lequel est leur type de féminin. Et comme je l'ai expliqué, je trouve ce concept un petit peu absurde puisque ça reviendrait en fait à essayer de construire son identité de la même manière qu'on construirait un personnage de fiction avec des inspirations complètement archétypales et irréalistes. Puisque dans la vie réelle, notre personnalité est tellement infiniment plus complexe que simplement des visions aussi binaires que le féminin clair et le féminin sombre. Cette notion de polarité, elle m'a toujours intéressée, et tout particulièrement depuis que je me suis intéressée au travail de l'ombre, puisque dans le travail de l'ombre, on est quand même face à une polarité assez énorme qui revient sans arrêt, c'est la polarité entre l'ombre et la lumière. Ce qu'on apprend dans le travail de l'ombre, c'est que pour trouver l'harmonie et l'équilibre dans notre vie, il faut réussir en fait à intégrer toutes nos polarités, toutes les parts de notre identité, des parts les plus sombres aux parts les plus lumineuses, et en acceptant en fait toute la pluralité de notre être. Et donc si on connaît pas forcément bien le travail de l'ombre, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose de très polarisé, de très manichéen, alors qu'au contraire, justement, je pense que c'est un travail qui a pour visée de comprendre, d'accepter et d'intégrer toutes les nuances en fait qu'il y a entre cette ombre et cette lumière. Et pour revenir à la question du féminin sombre ou du féminin lumineux, je pense que à nouveau on se situe sur un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont effectivement être plus associées à un archétype ou à un autre, mais que de manière générale en fait on va être constitué de toutes ces nuances. On ne va pas être l'un ou l'autre. Et je pense que déjà là, ça souligne en fait la complexité de la personnalité humaine. Mais au-delà de cette question de nuance qui se situe entre un pôle et l'autre, je pense qu'on peut voir ça encore plus loin en disant que finalement au-delà de la polarité, il y a aussi la pluralité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas diviser en deux polarités, en deux extrêmes. Il y a plein de choses qui sont multidimensionnelles et qui sont davantage liées à de la pluralité qu'à de la polarité. En fait, on se rend très vite compte qu'on ne peut pas catégoriser le monde et les choses qui le composent de manière binaire. Et finalement, rien que ça soulève déjà un peu l'aspect absurde qu'il peut y avoir à avoir sa quête identitaire basée sur des choses aussi polarisées, puisque finalement plus on essaie de comprendre ce qui correspond à certains de ces archétypes et plus on se rend compte que tout interfère plus ou moins. Je vais introduire un petit peu le deuxième aspect du sujet de cette vidéo parce que là j'ai surtout parlé des polarités. L'autre aspect c'est aussi la question de l'identité, puisque je veux vraiment parler en fait de la polarité dans la quête identitaire. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par quête identitaire, c'est tout simplement le fait de rechercher qui l'on est, rechercher son identité. Alors peut-être que si je vous dis ça, vous allez directement penser que c'est une question qui est réservée aux adolescents. C'est à l'adolescence qu'on se cherche, qu'on a tendance à s'identifier à des archétypes, à s'identifier à des idoles, à des stars, etc. pour essayer de chercher qui nous sommes, mais qu'à l'âge adulte, finalement, notre personnalité a tendance à s'ancrer, on sait qui l'on est et on a moins en fait ces questionnements-là. Et c'est pas pour rien, je pense que ce genre de tendance va sûrement avoir plus de succès auprès des personnes jeunes. Néanmoins, je trouve que c'est très réducteur d'associer la quête d'identité à l'adolescence parce que j'ai une vision un petit peu différente de la chose, c'est-à-dire que moi, je vais associer la quête d'identité aux transitions de notre vie. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on va passer entre des phases de stabilité, on est très à l'aise avec qui on se sent complètement aligné dans notre vie, tout est plutôt stable, et puis il y a des périodes un petit peu plus de transition, de transformation. Généralement ça va être soit parce qu'on a vécu une expérience difficile qui va être assez transformatrice, soit parce que tout simplement on a connu un grand changement comme un déménagement, un changement au niveau de notre entourage, un déménagement dans une autre culture, un autre pays, en bref toutes les choses qui vont venir un peu déstabiliser notre habitude, notre vie, notre routine vont forcément avoir un impact sur notre identité. Et c'est pour ça que l'adolescence est très reliée à l'identité et à la quête identitaire, puisque l'adolescence c'est une des plus grosses transitions qu'on connaît de notre vie, c'est le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Donc naturellement, qui dit énorme transition dit énorme quête identitaire, puisque là c'est tout qui change, la personnalité, l'entourage, on a tendance à changer régulièrement d'entourage et d'amitié à cet âge-là, c'est aussi notre corps, notre physique, l'aspect hormonal, donc l'adolescence représente une transition et une transformation énorme sur tous les plans de notre vie, donc forcément c'est cette période de notre vie qui est la plus associée à la quête identitaire. Néanmoins, je pense que
c'est vraiment pas réservé aux adolescents parce que finalement je pense qu'à chaque fois qu'on va connaître des phases de transition, certes moins importantes mais quand même parfois des choses qui nous remuent beaucoup, ça va parfois en fait fragiliser un petit peu notre socle identitaire et mener finalement à nouveau à une quête identitaire qui va durer plus ou moins longtemps, qui va plus ou moins nous impacter, où on va finalement essayer de reconstituer ce socle en tout simplement recherchant qu'est-ce qui constitue mon identité, que ce soit par mon vécu, mon histoire, mes goûts, mes relations, etc. Tout simplement parce qu'en fait l'identité elle évolue tout au long de notre vie. Personne n'a une identité figée de sa naissance jusqu'à sa mort pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de facteurs extérieurs qui vont jouer sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc bien évidemment, plus on avance dans notre vie, plus on vieillit, et peut-être moins ces questions prennent de place, parce que je pense qu'à chaque fois que notre socle identitaire est un petit peu déstabilisé par les événements de la vie, on va avoir tendance finalement à le renforcer. Ce qui fait que finalement, plus on vieillit, plus on passe les décennies au cours de notre vie, plus ce socle est solide, et donc moins il va être ébranlé par les transitions que l'on traverse. Donc je pense qu'une personne qui a 60 ans ou plus va peut-être avoir beaucoup moins de quête identitaire qu'une personne plus jeune qui a 20 ans ou 30 ans. Après, est-ce qu'il faut voir la stabilisation de notre identité comme quelque chose de complètement positif qu'il faut atteindre le plus vite possible? Ça, j'en suis pas certaine parce que ça amène aussi quelques inconvénients, comme par exemple, on a tendance à penser que passé un certain âge, les personnes ont plus de mal à se remettre en question. Elles ont tendance à être plus inflexibles par rapport à leurs valeurs, etc. Ça peut créer parfois une sorte d'inflexibilité au niveau de nos valeurs, au niveau de nos acquis, de ce qu'on pense savoir du monde, et ce qui peut finalement entraîner peut-être une certaine fermeture d'esprit. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est ce qui va créer généralement des conflits en fait intergénérationnels. Donc je pense que d'une certaine manière, c'est bien que l'identité reste un petit peu malléable tout au long de notre vie, mais d'un autre côté, je pense que pour notre stabilité émotionnelle et notre stabilité en général dans la vie, c'est quand même important de consolider son socle identitaire. Donc je pense que finalement, il faut garder un certain équilibre entre la flexibilité de notre identité, le fait de découvrir des nouvelles parts de nous-mêmes, le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, de peut-être remettre en question certaines de nos valeurs, etc. Je pense que c'est important pour continuer d'évoluer toute sa vie, mais qu'en même temps, voilà, il faut quand même savoir qui l'on est, avoir une base solide sur laquelle s'appuyer, sinon ça peut donner de grosses crises existentielles, et je pense que la solidité du socle identitaire, c'est ce qui va nous protéger dans les moments où finalement l'aspect extérieur de notre vie va s'écrouler. Par exemple, lors d'une rupture amoureuse, lors d'un déracinement, si jamais on se retrouve dans une ville complètement différente, voire même qu'on change de pays, et donc que toutes nos relations interpersonnelles vont changer, qu'on va plus fréquenter les mêmes gens, ou bien qu'on va complètement changer de carrière. En fait, à partir du moment où il y a des choses qui sont factuellement vraiment modifiées, comme je l'ai dit, donc les transitions dans notre vie, finalement la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est notre identité, c'est qui on est. Et donc c'est important de pas trop se définir à travers des choses uniques comme une relation amoureuse ou un travail, parce que si un jour ce socle s'écroule, finalement vous pouvez avoir des énormes crises existentielles. Donc je pense vraiment que la construction identitaire et la quête identitaire, c'est quelque chose de très important pour notre stabilité psychologique et pour éviter justement les grosses crises qu'on peut vivre sur le plan personnel lorsqu'on traverse en fait des transitions dans notre vie. Quelles sont les choses qui peuvent justement impacter notre identité? Évidemment, ça va être nos fréquentations, premièrement. On est très influencé par les personnes que l'on fréquente. Il y a une phrase très connue qui dit ça, qui est qu'on serait la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus, et je pense pas que ce soit vrai à 100%, parce que comme je le dis, à mon avis, il y a une part immuable du socle de qui nous sommes, mais je pense quand même que dans une certaine mesure, c'est vrai. Je pense que notre entourage proche va avoir un énorme impact sur qui l'on est, sur nos goûts, sur nos habitudes de vie, sur nos valeurs, etc. Mais pas que. Il y a aussi également les fictions. C'est-à-dire que selon les fictions qui vous ont nourri, que ce soit à travers votre enfance, votre adolescence et même ensuite à l'âge adulte, les fictions vont vraiment nourrir un petit peu notre socle de valeurs, notre identité en fonction des personnages auxquels on va s'identifier, en fonction des valeurs qui sont véhiculées dans la fiction. Je trouve que l'importance de la fiction en fait dans notre construction psychologique, c'est un sujet super intéressant, donc je vais pas trop le développer ici parce que c'est un sujet vraiment à part entière, mais je pense que vous avez un petit peu compris l'idée. Donc il y a l'entourage, il y a les fictions, bien entendu il y a aussi la culture, forcément que notre identité est influencée par le pays dans lequel on vit, par la société dans laquelle on vit, et je pense que les personnes qui vont habiter dans beaucoup de pays au cours de leur vie, qui vont avoir un mode de vie assez nomade, vont peut-être avoir une identité qui va évoluer beaucoup plus rapidement qu'une personne qui a grandi et vécu toute sa vie dans la même ville ou dans la même région. Donc les rencontres, les voyages, les livres qu'on lit, les séries qu'on voit, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont petit à petit, au fil du temps, modeler, je dirais, notre identité. J'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Ce sont seulement quelques exemples en lien avec le sujet de la vidéo qui peuvent impacter notre identité, mais on peut en trouver plein d'autres, tels que notre éducation, tels que les expériences qu'on vit, les épreuves, etc. C'est une liste qui est potentiellement infinie. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour introduire au sujet de l'identité, au sujet de qui nous sommes. Mais donc quel lien je fais donc avec les polarités? Les questions de est-ce que je m'identifie plus au féminin clair ou au féminin sombre? Est-ce que je m'identifie plus d'un côté ou de l'autre de n'importe quelle polarité finalement? Ce sont des questions en fait qui prennent de la place, pas pour
tout le monde, mais en tout cas chez certaines personnes ça peut être assez présent, et comme vous l'aurez compris, surtout auprès des adolescents. Et en fait je me rends compte que les polarités peuvent créer parfois de véritables dilemmes identitaires. Ici j'ai parlé de choses très archétypales comme le féminin clair et le féminin sombre, mais la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est pour aller bien au-delà de cette polarité et parler de polarités beaucoup plus diverses et beaucoup plus variées. Donc premièrement, pourquoi les polarités? Je pense que les polarités, c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement. C'est facile de voir les choses de manière manichéenne, de voir tout blanc, de voir tout noir. Par exemple, dans le champ de la politique, on va avoir tendance à diviser deux grandes polarités et se situer entre deux. Alors que je pense qu'en fait, il y a tellement d'aspects, tellement d'axes différents que c'est très réducteur de voir les choses ainsi. Au niveau de la religion, par exemple, également, il y a une vision très binaire entre ce qui est considéré comme bien par certaines religions et ce qui est considéré comme mal. Pourquoi la politique, la religion, la morale, pourquoi il y a plein de choses qui fonctionnent de manière aussi binaire? Je pense que c'est tout simplement parce que le cerveau humain a besoin de ça. Je pense que pour le cerveau humain, une ligne avec un pôle d'un côté et un pôle de l'autre, c'est plus facile à comprendre et à appréhender que quelque chose de multidimensionnel. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça permet de mettre les choses dans des cases, de les situer plus ou moins sur un axe, et c'est beaucoup plus facile à appréhender que d'imaginer en fait une diversité complète qui part un peu dans tous les sens, ce qui malheureusement est généralement plus proche de la réalité. À la limite, ce serait pas un problème si on arrivait facilement à aborder les nuances entre ces polarités. Mais le problème, c'est que l'esprit humain est encore plus simpliste que ça, puisque par défaut, on va avoir tendance à vraiment voir cette binarité de manière très tranchée, c'est-à-dire que plutôt que de la voir comme un spectre avec des extrêmes d'un côté et de l'autre, on va avoir tendance à la couper en deux et voir ce qu'il y a d'un côté, ce qu'il y a de l'autre. C'est le cas avec à nouveau le féminin clair et le féminin sombre, mais aussi avec toutes sortes de polarités qu'on peut imaginer. Et au lieu de percevoir en fait toutes les nuances qu'il peut y avoir d'un pôle à l'autre, on va avoir tendance à mettre tout d'un côté ou tout de l'autre. Et ça, c'est aussi par besoin de simplification, par besoin de pouvoir mettre les choses dans des cases. Il y a un aspect sécurisant en fait à mettre les choses dans des cases pour l'esprit humain, c'est vraiment un réflexe que tout le monde a. On a un besoin de simplification pour appréhender le monde, pour comprendre, pour pouvoir se positionner rapidement et en fait pour pouvoir prendre des décisions. Je pense qu'au niveau du cerveau, ça c'est vraiment un réflexe qui est censé nous aider à prendre des décisions, à se positionner rapidement pour éviter en fait l'incertitude, parce que le cerveau n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le doute. Le cerveau aime bien avoir des positions bien tranchées, ça le rassure. Je pense que tout ça c'est vraiment lié à des choses très primitives du cerveau au niveau de l'instinct de survie, etc. où l'hésitation c'est pas quelque chose de positif et donc tout ce qui est nuancé, etc. ça plaît pas trop à l'esprit. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça fait que du coup on va vouloir mettre tout et n'importe quoi, y compris les gens, dans des cases. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir quelques éléments à votre disposition, son style vestimentaire, son apparence, sa manière de s'exprimer, les quelques goûts que vous pourrez déceler à travers son discours, etc. Et à partir de là, vous allez essayer de rentrer cette personne dans une catégorie, dans une case. Vous allez en fait présupposer de l'intégralité de la personnalité de cette personne à partir du tout petit morceau que vous avez pu apercevoir d'elle. Et ça, je pense que c'est tout particulièrement le cas sur les réseaux sociaux. Quand on voit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il ne montre qu'une infime partie de qui il est, de sa vie. C'est vraiment ce qu'il choisit d'exposer. Et généralement, en fait, on va supposer de la personnalité, de la vie de cette personne à travers le petit bout qu'on envoie. Ce qui fait qu'on est complètement biaisé en fait dans notre perception des choses, parce que personne ne peut montrer l'intégralité de sa personnalité, de ses goûts, de sa vie sur les réseaux sociaux. Même les personnes qui s'exposent le plus ont toujours des parties qui nous sont complètement inaccessibles et sur lesquelles on ne peut pas faire autre chose que de projeter notre imaginaire. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, quand on se rend compte qu'une personne finalement est un peu plus complexe que l'idée qu'on pouvait se faire d'elle, que finalement elle casse un petit peu les cases dans lesquelles on l'avait rangée, ça peut être assez déstabilisant. Ce qui fait que généralement, on va toujours avoir tendance à chercher la cohérence, etc. Je trouve qu'un des impacts de cette perception qu'on a des uns et les autres, c'est que ça va aussi nous limiter nous-mêmes dans notre propre perception identitaire. C'est-à-dire que comme on a tendance tous mutuellement à se mettre un petit peu dans des cases, ça nous persuade nous-mêmes que finalement, nous aussi, on doit rentrer dans une case. Et je pense que c'est vraiment ça le noyau du sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment de là que viennent des débats aussi stériles que est-ce que tu es plutôt féminin clair ou féminin sombre, est-ce que tu es plutôt féminine ou plutôt masculine, est-ce que tu es plutôt ci ou ça, et qu'on a l'impression en fait qu'on doit vraiment trancher entre chaque sujet, entre chaque dualité, on doit choisir notre camp, choisir notre pôle, et si on se retrouve un peu entre deux, c'est pas du tout une position confortable. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. J'avais fait un petit tableau en fait justement de ces polarités et de ces dualités sur lesquelles on a l'impression ou l'illusion en fait de devoir se positionner. Donc comme j'ai dit, il y a la polarité entre le féminin et le masculin, entre l'aspect lumineux et l'aspect plutôt sombre, entre la spiritualité et le matérialisme, ou bien entre la spiritualité et la science par exemple. Il y a aussi la polarité entre par exemple tout ce qui va toucher aux sciences humaines et les sciences dures, ce qu'on va un peu associer parfois au cerveau gauche et cerveau droit, qui sont vraiment des biais qui n'ont pas vraiment de valeur sur le plan scientifique, mais qui vont faire qu'on va avoir tendance à se ranger dans des cases et à pas trop comprendre quand quelqu'un est à la fois un artiste et un scientifique par exemple.
Il y a l'opposition entre le naturel et l'artificiel, entre le goût pour la nature et le goût pour la vie citadine, entre la tradition et la modernité, entre le réalisme et la fantaisie, etc., etc. La liste est infinie, on peut trouver plein de polarités, et en fait tout ça, je pense que c'est des choses qui vont être des pôles dans lesquels on veut un peu se ranger quand on essaie de comprendre qui on est. Et ce qui fait que parfois ça nous limite énormément nous-mêmes. Moi par exemple, je considère que je suis vraiment une personne très très éclectique, mais le problème c'est que quand on a une personnalité éclectique, on est beaucoup plus perdu, je pense, dans notre quête identitaire parce qu'on a l'impression que certains aspects de notre personnalité ne matchent pas et ne vont pas du tout avec les autres. Généralement, ça va beaucoup se manifester au niveau de nos goûts, au niveau de nos intérêts. Par exemple, moi j'ai toujours eu énormément de mal à concilier mon goût pour la spiritualité et mon goût pour la science dure. Pour l'opposition aussi entre la spiritualité et le matérialisme, je suis passionnée par la spiritualité, par le bouddhisme, etc. Donc des choses qui vont vraiment prôner le minimalisme, l'ascétisme et la simplicité. Mais à côté de ça, je suis aussi passionnée par des sujets qui peuvent paraître beaucoup plus matérialistes, beaucoup plus artificiels et très éloignés de la nature, tels que les nouvelles technologies, la finance, l'économie, etc. Au niveau de mes goûts artistiques, j'ai aussi beaucoup de ces pluralités. Par exemple, entre tradition et modernité, je suis une fan absolue de littérature classique, de tout ce qui est art classique, en fait, de manière générale, de l'opéra, du théâtre, de la littérature, etc., de la philosophie également, mais à côté de ça, je suis aussi absolument fan de certaines choses très contemporaines, comme notamment les mangas, les animés, les films d'animation, etc. Et sur la dichotomie entre le réalisme et la fantasy, par exemple, au niveau de mes goûts artistiques, j'adore aussi bien tout ce qui va être très très réaliste, que ce soit dans la littérature, dans la photo, dans la peinture, etc. J'adore le réalisme, j'adore tout ce qui est vraiment inspiré de la vie brute et réelle, et à côté de ça, je suis aussi passionnée par les milieux fantasy. J'adore la littérature fantasy, j'adore les mondes imaginaires, les mondes fantastiques, etc. Et à nouveau, aussi bien au niveau de l'art, de la photographie, de la peinture, que de la littérature, etc. Et pour vous donner un dernier exemple, qui est celui sur lequel je vais le plus m'appuyer parce que c'est un peu celui qui m'a donné l'envie de cette vidéo, si vous me connaissez par les réseaux sociaux, je pense que je donne une image qui dégage beaucoup de douceur, quelque chose d'assez lumineux, très associé au bien-être, la bienveillance. Je parle beaucoup de méditation, de yoga, de spiritualité, etc. Donc des choses qui vont plutôt être associées à la lumière, à la douceur. Donc ça, c'est ce que je partage sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, cet été, j'ai partagé des stories d'un événement auquel je suis allée, et cet événement c'était un concert de Rammstein, parce que quand j'étais adolescente j'étais complètement fan de ce groupe, et d'ailleurs dans mon adolescence j'ai eu une période où j'étais gothique au niveau de mon style vestimentaire, où j'écoutais beaucoup de rock, de métal, etc. J'avais donc un univers très très sombre, et c'est quelque chose qui, même si ça s'est un petit peu dilué dans la multiplicité de mes goûts aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui bien sûr est toujours présent, et j'ai adoré ce concert, donc j'en ai partagé pas mal de stories sur Instagram, et je me suis dit que c'était drôle parce que un concert de Rammstein avec toute la pyrotechnie, l'aspect un petit peu violent, le côté très sombre, très torturé en fait de cet univers, ça contrastait énormément finalement avec mon contenu habituel qui va plutôt être en lien avec le bien-être, le slow living, la pleine conscience, etc. Et en fait je pense qu'il y a une partie de moi qui aime bien jouer avec ces oppositions, avec ces contrastes justement, parce que pour moi c'est super important d'accepter pleinement toute la pluralité de qui nous sommes et de pas s'enfermer soi-même dans des cases. Et du coup j'ai pas du tout hésité à partager cette story là, et j'ai bien fait parce que suite à ça j'ai une amie qui a répondu, je me suis rendu compte qu'elle était fan aussi de ce groupe de musique, on a parlé un petit peu du groupe, et puis je lui ai fait remarquer que je trouvais ça rigolo parce qu'on avait un peu toutes les deux la même polarité, c'est-à-dire que moi il y avait un peu cette polarité entre mon côté très doux, très spirituel, très bien-être, etc. et mon goût pour le métal industriel, et elle c'était un peu pareil parce que de son côté c'était plutôt au niveau artistique. En gros elle, son compte Instagram c'est son compte d'illustratrice, et elle va faire des illustrations qui sont très enfantines, avec des petits animaux, des trucs très très mignons, très lumineux aussi, et elle me disait en fait que les gens étaient généralement très surpris quand elle leur parlait de ses goûts musicaux. Et c'est ça en fait qui m'a fait le petit déclic sur cette vidéo, c'est que je me suis dit mais c'est drôle, pourquoi on devrait être surpris que quelqu'un puisse avoir des goûts éclectiques tels que le métal et les illustrations pour enfants. Je me suis dit c'est quand même dingue parce que c'est vraiment finalement assez cliché en fait d'associer forcément le métal à des univers très sombres et très torturés, et le fait de faire des illustrations pour enfants, est-ce que ça voudrait dire qu'on doit écouter que des musiques mignonnes? Et ça m'a fait réaliser à quel point même au niveau de nos goûts en fait on a tendance à nous ranger facilement dans des cases. Et elle m'avait dit qu'en fait justement il y avait une phrase qui l'avait beaucoup marqué d'un de ses professeurs qui lui avait dit qu'on pouvait très bien être un gros métalleux et trouver son bonheur en dessinant des petits lapins mignons. Et c'était rigolo comme phrase parce que je trouve que ça rejoignait pas mal ma réflexion, et je lui ai dit justement que ça m'inspirait pas mal parce que je réfléchissais à une vidéo justement sur les polarités dans notre quête identitaire. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, mais parfois je me disais mais oui mais c'est quand même assez évident ce que je partage dans cette vidéo, enfin c'est normal qu'on puisse avoir des goûts éclectiques, c'est normal qu'on puisse pas se ranger dans une case à 100%, mais en même temps je trouve que le sujet est quand même important puisque comme mon ami me l'a dit, les gens en fait sont étonnés, les gens sont surpris, ce qui prouve bien finalement cette tendance humaine naturelle qu'on a à ranger les gens dans des cases uniquement par le peu
d'informations qu'on a sur eux. Je pense qu'on a tous un degré différent d'éclectisme dans notre personnalité. Je pense vraiment qu'il y a des gens, bien sûr tout le monde a des passions un petit peu variées, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont avoir une tendance un peu plus à partir dans tous les sens, en tout cas moi c'est clairement mon cas, et des gens qui vont quand même garder une certaine cohérence en fait dans leur goût, c'est-à-dire avoir des passions qui sont plus ou moins en lien avec leur travail, leur voie professionnelle et aussi avec leurs activités dans la vie de tous les jours, alors que d'autres personnes vont avoir des trucs qui partent vraiment dans tous les sens, qui vont avoir un métier qui n'a rien à voir avec leur passion, et leurs passions qui n'ont rien à voir avec les fréquentations qu'ils ont, etc., etc. Et du coup je me suis un peu questionnée sur cette question de l'éclectisme en me disant qu'est-ce qui crée en fait cette diversité, cette pluralité et cet éclectisme qui peut être parfois beaucoup plus marqué chez certaines personnes que chez d'autres, par exemple des gens qui vont avoir des goûts musicaux hyper variés, là où d'autres vont être vraiment fans d'un seul style, etc. Et j'ai réfléchi à plusieurs choses, j'ai pas vraiment la réponse absolue à ça. Bon, déjà j'ai identifié que plus on avance dans la vie, plus on a des goûts diversifiés. C'est-à-dire que dans l'enfance, généralement on va avoir une passion, parfois 2 ou 3, mais qui vont tourner autour de la même chose. Par exemple, moi j'avais 2 passions, c'était le dessin et l'équitation. Je ne vivais que à travers le dessin et les chevaux, et ça se recoupait puisque je passais ma vie à faire des dessins de chevaux. Donc à ce moment-là, on pouvait dire que ma personnalité n'était pas encore trop éclectique. Ensuite, à l'adolescence, mon univers s'est un petit peu élargi, et là, comme j'ai dit, j'ai découvert un peu l'univers gothique, la musique métal, etc. Et donc ça a pris une énorme place dans mon univers. J'ai commencé à être absolument fan de certains artistes, et donc je me suis énormément identifiée à leur univers. Ça a vraiment construit, forgé ma personnalité à l'adolescence. J'ai un petit peu délaissé du coup ma passion pour les chevaux à ce moment-là, et du coup finalement à nouveau ma vie tournait un peu autour d'un seul centre d'intérêt. Mais en fait, à partir de mes 14, 15, 16 ans, c'est là que j'ai commencé à réaliser que ma personnalité était beaucoup plus éclectique. J'ai commencé à avoir des goûts qui se diversifiaient entre ma passion pour la littérature, pour les arts classiques, en même temps ma passion pour les mangas, l'animation japonaise, etc. En même temps mes passions pour le bien-être, le yoga et la méditation qui commençaient à arriver dans ma vie. Et vers 17-18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à plein de genres musicaux variés. Et à partir de là, ça a été vraiment complètement exponentiel et mes goûts ont commencé à se diversifier à une allure folle. Et du coup, ma première piste, c'était que plus on grandit et plus on s'expose à des milieux différents, à des fréquentations différentes, etc., comme je l'ai dit, et plus on va avoir tendance à développer une personnalité éclectique. Je pense que chez moi, ce qui a un peu contribué à ça, c'est le fait que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Du coup, j'ai eu des fréquentations qui ont changé énormément d'une année à l'autre, et je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient des goûts musicaux complètement différents, qui m'ont beaucoup influencé, qui avaient des goûts sur plein d'aspects qui étaient différents, des aspirations différentes, et je pense que ça a beaucoup joué. Mais je pense pas que l'âge et le fait de changer souvent de milieu et de fréquentation, ce soit la seule raison. Je pense qu'il y a aussi peut-être un lien avec la neuroatypie, notamment tout ce qui va être TDAH et les profils HP, parce qu'on va généralement associer ça à un terme qui n'a pas vraiment de sens sur le plan scientifique, mais qu'on appelle la multipotentialité, où on va avoir tendance à diviser les gens entre les multipotentiels, donc ceux qui vont avoir plein de passions, de goûts multiples, qui vont avoir tendance à faire 50 métiers différents dans leur vie, et les spécialistes qui vont vraiment être experts, qui vont connaître un domaine sur le bout des doigts, dont leur vie va tourner beaucoup autour de ce sujet. Et à nouveau là, je pense que c'est comme souvent une vision très binaire, parce que je pense qu'en fait on est tous un peu plus ou moins sur ce spectre, et que le degré d'éclectisme en fait de nos goûts et de notre personnalité est lui-même très variable d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai le sentiment, à travers ma propre expérience de quête identitaire et à travers tout ce à quoi j'ai pu réfléchir par rapport à la construction de ces thématiques, que justement cette notion de polarité, ça va être plus un piège que quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'en fait, voir des polarités ainsi, chercher à rentrer tout dans des cases, essayer de se conformer finalement à une certaine cohérence, je pense que c'est quelque chose qui peut nuire à notre liberté. Je pense que c'est des cases dans lesquelles on peut s'enfermer nous-mêmes sans s'en rendre compte, comme par exemple, pour reprendre une des polarités dont je vous ai parlé, comme moi j'étais une artiste passionnée de sciences humaines, etc., j'ai toujours été persuadée que tout ce qui était concret, donc mathématiques, scientifique ou économique, c'était pas fait pour moi, que j'allais pas pouvoir le faire, justement parce qu'il y a un peu ce cliché cerveau gauche, cerveau droit, et je m'étais un peu enfermée dans la case de moi mon truc c'est les sciences humaines, les univers artistiques, etc. Du coup, l'économie, la finance, l'administratif, tout ça, j'y arriverai jamais. Et puis en fait, du jour au lendemain, j'ai cassé ce cliché, j'ai commencé à m'y intéresser, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de me passionner complètement par la finance et l'économie, de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et même finalement de réussir à faire rejoindre ça avec d'autres sujets et de trouver moi-même ma propre cohérence. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que finalement cette diversité-là, c'était peut-être aussi ce qui me rendait unique. Donc bien sûr, je suis pas la seule personne au monde à aimer l'art et les sciences humaines, et en même temps les sciences brutes, l'économie ou la technologie par exemple, mais je pense que toutes ces choses-là vont vraiment me nourrir, et personnellement je suis contente d'avoir une personnalité éclectique, et je pense que potentiellement tout le monde peut avoir une personnalité éclectique, mais il y a sûrement certains biais qui font qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on doit garder une certaine cohérence, qu'on va se fermer des portes
comme moi je l'ai fait pendant des années par rapport à ça, en croyant que certaines choses ne sont pas pour nous, parce que ça va pas avec le reste, etc. Et puis un jour, on va faire une rencontre, on va rentrer dans un nouveau milieu, avec des gens qui vont nous initier à des choses qu'on connaissait pas du tout, et se rendre compte qu'en fait, on s'était juste fermé la porte à quelque chose qu'on pouvait très bien découvrir par nous-mêmes depuis le début. Et je pense que vraiment chercher à explorer sa personnalité à travers une pluralité et une diversité d'expériences, de goûts, de fréquentation, d'expériences vécues, etc. Je pense que finalement, c'est vraiment ça à quoi on doit aspirer dans notre quête identitaire. Évidemment, il y a toujours des choses qui vont nous plaire et des choses qui vont moins nous plaire, mais je pense que c'est super important de rester ouvert et de pas chercher à s'enfermer soi-même dans une case, parce que finalement, c'est presque mettre des barrières à notre propre liberté. Donc évidemment, tout ça, ça va soulever plein de questions philosophiques. Par exemple, est-ce qu'on peut être croyant et en même temps être scientifique? Est-ce qu'on peut s'intéresser au bouddhisme qui prône vraiment un minimalisme total et un ascétisme, et en même temps s'intéresser à des choses aussi matérialistes que la finance? Est-ce qu'on peut être quelqu'un qui adore la nature, qui adore tout ce qui est naturel, le bien-être, etc., et en même temps adorer la vie urbaine et les nouvelles technologies? Toutes ces polarités qu'on peut un peu visualiser dans notre construction identitaire, et évidemment, elles soulèvent des questions philosophiques, elles soulèvent des questions de valeurs, des questions morales. Mais je pense que plutôt que de se fermer des portes et de choisir un camp de chaque côté, je pense que justement c'est dans l'exploration, la quête de cohérence finalement, les questionnements en fait justement de cette cohérence entre différents aspects de notre personnalité, je trouve que c'est là en fait qu'on va trouver toute notre profondeur, qu'on va trouver toute notre richesse et finalement pouvoir explorer en profondeur qui nous sommes réellement. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement complexe et j'ai l'impression d'avoir juste effleuré en surface, puisque ça vient à la fois aborder les questionnements de qu'est-ce qui fait notre identité, qui est un sujet déjà qui fait couler l'encre des philosophes depuis des siècles, mais aussi la question des polarités, du manichéisme, de la vision binaire du monde, du bien et du mal, etc. De cette tendance qu'a l'esprit à mettre tout dans des cases. Je pense que tout ça, c'est des sujets qu'on peut creuser pendant des heures et des heures, donc évidemment je suis obligée de me limiter dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, il y a plusieurs petits éléments au cours de ma vie et de mes réflexions sur mes vidéos YouTube qui m'ont mené en fait à ce questionnement sur la place des polarités en fait dans notre quête identitaire. Donc j'ai quand même essayé de construire un petit peu cette vidéo sans partir dans tous les sens, mais je pense que c'est une porte ouverte en fait à plein de sujets super variés, donc j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas voilà, c'était un peu une approche globale du sujet qui complète à mon sens très bien ma dernière vidéo sur le féminin sombre, même si là pour le coup c'est un sujet beaucoup plus général. Si ce genre de sujet vous plaît, je vous invite vraiment à la regarder également. J'espère vraiment que ce type de format vous plaît, parce que je pense qu'avec mes études de philo, les questions un petit peu philosophiques comme celle-ci vont beaucoup m'intéresser et sûrement de plus en plus. Donc bien sûr je vais pas faire que ce type de format parce que c'est un petit peu long, ça demande quand même un petit peu de réflexion, de recherche, etc. Mais en tout cas voilà, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, c'est très encourageant. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.